cette édition 2016 du Festival de la biographie, les coprésidents sont Irène Frein et Yasmina Kadra. Je vous propose de parcourir avec nous les allées du festival pour aller à la rencontre des auteurs et prendre leurs impressions. Nous allons ici proposer de rencontrer Daniel Jean Valade, le maire adjoint de la ville de Nîmes, délégué à la culture. Nous sommes maintenant avec Monsieur Valade, le maire adjoint délégué à la culture de la ville de Nîmes. Monsieur Valade, bonjour. Bonjour. Alors cette édition 2016 du Festival de la biographie a une petite particularité. Vous avez fait intervenir de nouveaux prestataires. Vous pouvez nous en dire plus? C'est très simple, il s'agit là d'un marché public qui est donc attribué généralement pour 3 ans. Les précédents étaient pour 3 ans. Donc ce marché arrive à terme. Un appel d'offres a été lancé. La commission des marchés a pris sa décision en fonction des dossiers qui étaient reçus et dont le prestataire a été désigné. Et cette fois-ci, c'est pour une période de 2 ans, je crois. C'est bien ça? Pour 1 an renouvelable, éventuellement 2 fois. 2 fois. On nous dit que le thème cette année est au-delà du personnage. Oui, c'est ce que donne d'ailleurs, illustre parfaitement le portrait d'Arroyo, puisque ce visage est inidentifiable. Ça peut être un visage de femme, un visage d'homme, et il est traité ensuite par l'art particulier d'Arroyo, dont on rappellera qu'il a été le créateur de la première affiche de Feria, sous la responsabilité de Jean Bousquet. Donc c'est à la fois une continuité culturelle et une grande nouveauté aussi. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Jean Descartes qui va nous parler de Nicolas II et Alexandra de Russie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce livre? Eh bien, ce livre a une originalité, c'est qu'il rappelle combien la famille impériale de Russie a été photographiée et filmée. C'est la seule famille régnante avant 1914 qui a été autant mise en image parce qu'elle aimait le cinéma, elle aimait la photo. Les 4 grandes duchesses et même le petit garçon, le prince héritier hémophile, avaient leur boîtier Kodak. La famille faisait des collages de photos. Les frères Pathé leur envoyaient des films à peu près tous les 8-10 jours par train. Donc c'est une famille qui est entrée dans l'image, qui était, je dirais, des paparazzis d'eux-mêmes, pas par mégalomanie, mais parce qu'ils étaient fascinés par cette technique nouvelle. Alors ces photos, ces films ont été miraculeusement conservés pour la plupart, sont ressortis dans les années à la fin 1980 et on voit que c'est un moyen de nous rendre très présents, très proches de nous, 100 ans plus tard, cette famille dans un pays qui a connu la guerre civile, les horreurs du stalinisme, 2 guerres mondiales, la pénurie en tout genre, et déportation de millions de gens, et on retrouve un art de vivre à la cour de Russie qui nous paraît extraordinairement moderne et actuel. Est-ce qu'on peut dire que les documents qui ont pu être retrouvés, les photographies, les films de famille, ont pu contribuer à comprendre cette famille et à en faire sa légende? Ils contribuent actuellement à permettre de comprendre mieux la famille et à voir, si vous voulez, des gens extrêmement, moins distants que les familles, par exemple, britanniques ou les Habsbourg. On voit le tsar qui embrasse sa femme sur la bouche, ce qui n'était pas courant les familles impériales et royales avant 1914. On voit le tsar qui se baigne sans ambiguïté nu dans la Baltique avec ses officiers, parce qu'il aime le soleil et la mer. Donc il y a une famille qui est très exposée, sans photos volées, c'est ça qui est intéressant, pour accompagner cette révolution de l'image au début du XXe siècle. Est-ce qu'on pourrait penser que certaines des images auraient pu être, entre guillemets, interprétées de façon jalouse ou énervante par des gens qui voulaient déstabiliser justement le tsar à l'époque? Est-ce que ça peut être quelque chose déjà à l'époque aurait pu être utilisé contre eux? Non, parce qu'on les voyait très peu, on voyait surtout des portraits officiels. Non, c'est plutôt l'attitude du tsar, si vous voulez, son incompréhension d'un certain nombre de problèmes, les manipulations politiques, le passage de l'empire autoritaire à une monarchie constitutionnelle, mais surtout, par-dessus tout, ce qui aveugle la famille impériale, c'est la crainte de la santé du petit tsarevitch, qui, à chaque instant, peut, à cause de l'hémophilie,
être emporté par une hémorragie violente et de toute façon souffre. Et c'est un enfant qui ne peut pas avoir une vie normale. Donc c'est un calvaire pour ses parents et ce calvaire va aveugler la famille qui ne va penser qu'à ce souci et surtout, et c'est très émouvant, ne penser que en étant ensemble, rien de grave ne peut arriver. Et c'est ensemble que la famille impériale, tous réunis, les parents, les 4 grandes duchesses, le prince héritier, ont été massacrés par les bolcheviks. Merci Monsieur Jean Descartes. Donc voilà, je vous redis, Nicolas II et Alexandra de Russie. Je vous conseille très fortement cet ouvrage écrit par Monsieur Jean Descartes. Votre livre coup de cœur, à vous? Alors que oui, c'est peut-être un peu un piège, mais écoutez, sur l'ensemble... Disons qu'il y en aura plusieurs. Écoutez, alors je vais peut-être vous en donner 2 ou 3. Nous avons ici Patrick Bannon qui est revenu, qui a travaillé sur à la fois un travail, il a écrit une biographie, une étude sur Flavius Joseph, qui est tout un auteur de l'Antiquité tout à fait remarquable, mais qui vient aussi de publier un ouvrage sur le sexe, la Bible et les femmes. Et puis qui a aussi travaillé, mais c'est dans le même esprit aussi, en tout cas pas Flavius Joseph, mais sur le sexe, la Bible et les femmes, un travail sur Marie-Madeleine. Il a donné un éclairage très nouveau sur cette femme qui est la première personne à avoir vu le Christ ressuscité, suivant les évangiles, et cet homme-là, c'était une femme. Ce qui a beaucoup gêné l'Église catholique, c'était pas un cardinal avec son chapeau et ses pompons, c'était une dame. Et ça, depuis 2000 ans, ça gêne beaucoup de gens. Eh bien, lui prouve tout ça, le décrit et le commente. Avant de venir, nous avons fait une petite réunion rédactionnelle et on s'est aperçu sur Internet qu'il y a vraiment il y a toujours eu de l'engouement pour le Festival de la biographie, mais cette année, on a pu voir sur Internet, aujourd'hui dimanche, qu'il y a beaucoup de gens qui recommandaient de venir, des visiteurs. Alors, comment expliquer l'engouement des visiteurs? Je crois que d'abord, il faut les remercier, d'une part. Ensuite, remercier la technique contemporaine qui fait que grâce à ce support comme le vôtre, eh bien, ce festival est connu dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, avec un clic du Japon et d'Australie, on peut savoir ce qui se passe à Carré d'Art au moment où nous parlons. C'est essentiel. Et puis, parce que c'est la qualité. Il y a une continuité de ce salon. Il y a une philosophie du salon. C'est la biographie. C'est chaque année 100 auteurs d'ouvrages nouveaux qui ont prouvé leur qualité par leur succès en librairie, et c'est un thème extrêmement porteur et universel. Donc la qualité, le lieu aussi, parce qu'autant Carré d'Art est important que l'environnement de la Maison Carrée, vous savez, il n'y a pas plus beau serre-livre que la Maison Carrée et Carré d'Art. Et entre les deux, on met beaucoup d'imaginaire. Nous sommes maintenant arrêtés au stand d'Erwan Lelouette. Alors, monsieur Erwan Lelouette, bonjour. Vous êtes aujourd'hui le biographe de Renaud. Vous voulez nous en dire plus ? Moi, j'ai souhaité m'intéresser à ce personnage qu'on avait raconté dans l'émission Un jour un destin, dont je suis le rédacteur en chef. Et puis, on a aussi, je me suis dit, on avait fait une émission d'1h30 en 2012, qui a été plusieurs fois diffusée. Mais j'avais envie d'aller plus loin, de raconter certaines séquences qu'on avait parfois survolées dans l'émission, et de dire un peu plus, notamment sur le fameux départ en bateau dans les années 80, en raconter un peu plus sur l'enfance, et puis surtout interroger des témoins qui n'avaient jamais parlé. Je pense à Dominique, sa première femme, qui a tant compté, qui a été sa gonzesse, sa muse, la mère de Lolita, Romane Cerda aussi, et puis David Séchant, son frère jumeau. On entendait beaucoup le frère aîné, mais très peu le frère de l'ombre, David, et qui, donc comme un jumeau, a vécu évidemment toute cette enfance avec lui, a grandi avec lui, voilà. Donc c'était important d'avoir tous ces témoins et ces témoignages inédits dans cette biographie. Alors, quels sont les points que vous aurez abordés un peu plus en profondeur dans le livre par rapport justement à la fameuse émission Un jour un destin ? J'accorde beaucoup d'importance à l'enfance de Renaud parce que tout s'est passé là, c'est son paradis perdu, une enfance douce comme le miel. Donc je raconte cette enfance dans l'appartement de l'avenue de la Porte d'Orléans à Paris, le lien avec ce père écrivain qui le fascinait, cette mère qui écoutait Édith Piaf, Maurice Chevalier, voilà. Et puis ensuite, toute la construction un peu de ce personnage, comment il s'est forgé politiquement à 16 ans sur les barricades en 68. Et puis ensuite, comment tout s'est enchaîné en fait. L'envie d'être comédien, la chanson qui arrive,
les liens avec Coluche, le café de la gare, les premiers succès, l'Es-Béton, l'écriture. Essayer de balayer un peu comme ça toute une 40 ans de carrière, mais avant cela, dès 52, parce qu'il a 63 ans aujourd'hui, Renaud, essayer de reprendre les grandes séquences de sa vie comme ça, et d'embarquer le lecteur dans une époque, dans une très belle époque en fait. Et alors aujourd'hui, quand on entend parler de Renaud, on a son retour qui est signifié, il revient avec un album et autres, mais il a fait 2-3 apparitions, dont une où il portait un t-shirt qui disait libérer Ivan Colonna ou Ivan Innocent. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce pied de nez, on va dire, de Monsieur Renaud? Je ne connais pas cet engagement en fait. J'ai effectivement vu ce t-shirt aussi qu'il portait quand il était filmé à la télévision. Voilà, c'est peut-être une manière aussi encore d'être à contre-courant et puis de signifier une forme encore d'engagement en fait. On attend en tout cas dans cet album encore des mots, peut-être des cris de colère, peut-être aussi des mots tendres. Mais on attend de Renaud, et on ne l'avait pas entendu depuis un album inédit depuis 2006, donc pratiquement ça fait 10 ans. On a envie d'entendre Renaud aujourd'hui parler des maux de société, des bouleversements qu'on vit, et puis peut-être aussi de la politique. Est-ce qu'elle peut encore servir à quelque chose, à changer les choses? On a l'impression qu'il a perdu ses illusions, mais il n'a pas perdu ses idéaux, Renaud, en fait. Et c'est sur ça que les gens l'attendent. Nous vous rappelons que pour trouver toutes les informations concernant la ville de Nîmes, il y a le site lavilledenîmes.fr, vous avez aussi le compte Twitter de la ville de Nîmes et vous pouvez retrouver toute l'information concernant le Festival de la biographie sur le site de la ville de Nîmes également. Merci beaucoup Monsieur Valade. Et rendez-vous après le salon de la biographie au salon de la bande dessinée au mois d'avril. Il y aura 50 auteurs de bande dessinée, entrée libre et gratuite, etc., et les meilleurs auteurs de BD.